Bonjour à tous, bienvenue dans cette séance dédiée à l'intégration. Je vous rappelle que lors de notre dernier cours, nous avions consacré des développements associés à l'intégrateur fractionnaire d'ordre 1/2 et chemin faisant, cette intégrale est apparue et je vous avais promis d'y consacrer une étude à part pour ne pas, j'ai envie de dire, polluer ce qui était consacré à l'intégrateur fractionnaire d'ordre 1/2. Et donc cette intégrale qui est intervenue donc, dans cette séance précédente était définie pour S et T, disons, dans R+, voilà, tous les deux des nombres positifs. Alors vous voyez que θ étant plus petit que T, θ plus petit que T, T moins θ est positif, θ plus grand que S, θ moins S est donc positif. Est-ce que cette intégrale est calculable? Alors, il y a une similitude structurelle avec ce que l'on appelle les intégrales elliptiques. J'y consacrerai certainement plus tard une étude à part entière, mais pour ce qui nous concerne, il y a une certaine ressemblance. Alors, pour y voir plus clair, je vais mettre l'accent aujourd'hui sur deux choses. La première, c'est concernant la méthodologie, le point qui me sensibilise et qui devrait vous sensibiliser le plus, à savoir ne pas subir les calculs, mais comment a-t-on l'idée de? Comment a-t-on l'idée de? Et malheureusement, c'est rarement expliqué dans la plupart des ouvrages. Alors, la première chose, cette intégrale-là, vous voyez que vous avez du t moins θ, et θ varie entre S et T. Donc ça ressemble un peu à racine d'une variable qui serait t moins θ, racine de u. Puis la même chose pour racine de θ moins s, c'est toujours la variable θ qui est intégrée, donc il y a un décentrage. Ça, tout le monde peut le voir, il y a un décentrage de la variable θ ici, t moins θ, et il y a un décentrage de la même variable θ, θ moins s. Donc grosso modo, fondamentalement, on a envie de dire que ça se comporte comme 1 sur racine de x pour chacun des termes, x étant t moins θ ou θ moins s. Alors, il est de ce fait assez naturel, j'ai envie de dire, de ramener cette structure qui est complètement décentrée à on va dire, une expression qui est normalisée autant que faire se peut. Cela veut dire quoi? Ça veut dire que si θ varie entre S et T, donc vous avez ces décentrages T moins θ, θ moins S, j'ai envie de dire du point de vue cosmétique, mais c'est bien plus agréable, comme vous allez le voir, et plus facile à réfléchir, j'ai presque envie de dire, en termes de structure normalisée. Eh bien, on va faire un changement de variable dans un premier temps pour faire de la cosmétique, j'ai envie de dire pour reconnaître des structures élémentaires. Encore une fois, on peut déjà le mettre en évidence ici, comme je l'ai fait avec cette idée de décentrage. Alors, la normalisation consiste à dire, j'ai envie d'introduire une nouvelle variable x, et qui va dépendre de θ, évidemment, alors en fonction de deux paramètres. Pourquoi? Parce que j'ai deux conditions à écrire, donc il me faut 2 degrés de liberté à caler, à ajuster, afin que si θ varie entre S et T, alors je veux que x, lui, varie entre 0 et 1. C'est ça la normalisation. On est d'accord. Alors vous pourrez me dire, est-ce qu'on ne pouvait pas écrire à l'envers x égale alpha θ plus bêta? Bien entendu que oui. Je l'écris spontanément dans ce sens, vous le faites dans le sens qui vous convient. Mais encore une fois, l'idée c'est que si θ est entre S et T, la nouvelle variable va être entre 0 et 1. Deuxièmement, j'ai introduit deux paramètres parce que j'ai besoin décrire deux conditions. Alors vous allez me dire, mais pourquoi vous avez écrit cette fonction de x? Vous auriez pu écrire a sinus x plus b. Ah bah oui, j'aurais pu écrire toute expression plus ou moins complexe qui fait intervenir deux paramètres. Les deux paramètres, tout le monde les comprend. Alors pourquoi cette expression-là? Parce que c'est la plus simple, tout simplement. Fonction affine, si vous voulez avoir plus simple à deux paramètres, moi je ne connais pas, mais vous êtes tout à fait libre de me proposer, de me faire des propositions par le canal des commentaires de la chaîne sur YouTube. Alors, évidemment, il n'y a pas plus simple et j'ai envie de dire, c'est le naturel. Alors, à partir de là, écrivons les deux conditions. C'est-à-dire, je l'ai mentionné tout à l'heure, quand θ vaut S, on veut que x vale 0. Voilà, première condition. Vous voyez que ça ne va pas aller bien loin pour l'instant. Et puis, quand θ vaudra T, alors il faudra que x vale 1. Voilà les deux conditions. Donc vous voyez tout de suite avec ça que B vaut S. Et si B vaut S, eh bien vous voyez que A vaut ni plus ni moins T moins B, c'est-à-dire T moins S. Autrement dit, le changement de variable qui nous intéresse, c'est θ égale A, c'est-à-dire T moins S, X
plus b, c'est-à-dire plus s. Vous vérifiez, hein, c'est toujours pas mauvais de vérifier. Quand x vaut 0, hein, la vérification θ vaut évidemment immédiatement s. Et quand x vaut 1, t moins s plus s, ça fait bien t, tout va bien. Alors de cela, il va falloir changer l'élément différentiel dθ. Eh bien dθ, évidemment, c'est t moins s dx. dθ, c'est t moins s dx. Alors si j'appelle cette intégrale i, si vous voulez, on va lui donner un nom. Eh bien i, maintenant, s'écrit comment? Alors, dans la variable x, évidemment, on a tout fait, mais on vient de le vérifier déjà une première fois, donc ça suffit. Quand θ vaut s, maintenant x va valoir 0. Quand θ vaut t, ben maintenant x vaudra 1. Alors, le dθ, ben je viens de l'écrire, c'est t moins s dx. Et puis, qu'est-ce qui se passe au dénominateur? Alors, qu'est-ce qui se passe au dénominateur? Eh bien, t moins θ. Alors, il faut écrire t moins θ. Alors, vous avez t moins θ qui s'écrit t moins θ. Donc, moins t moins s x moins s, puisque c'est moins θ. Donc, t moins θ, vous voyez ce qui se passe, vous avez t moins s qui se met en facteur, t moins s qui est ici, et t moins s qui est ici aussi, donc facteur de 1 moins x. T moins s fois 1, moins t moins s fois x, le voilà. Ça, c'est le premier point. Et puis, vous avez ensuite à remplacer θ moins s. Alors, θ moins s, alors θ moins s, ben, c'est immédiatement t moins s x. T moins s x. Alors, on remplace. Donc, racine de t moins θ. Racine de t moins θ. Donc, vous voyez que vous avez un racine de t moins s 1 moins x. Et puis, vous avez un racine de t moins s x. Alors, je ne l'ai pas dit, je n'aurais pas dit, mais vous voyez que j'ai besoin de le rajouter. On a t supérieur ou égal à s dans cette histoire. C'est mieux de le dire maintenant que jamais. De toute façon, sinon, on a un petit problème ici. Alors, x varie entre 0 et 1, donc 1 moins x est positif, x est positif. Mais vous voyez que tout ça n'a de sens que si t est supérieur ou égal à s. Dans le cas contraire, il faudrait ajuster les calculs. Alors, eh bien, finalement, vous avez que notre intégrale, c'est l'intégrale de 0 à 1 de dx sur racine de x 1 moins x. Voilà l'intégrale qui nous intéresse. Et vous voyez que sa structure est complètement nettoyée, j'ai envie de dire, de ces paramètres s et t qui finalement correspondaient à un décentrage d'une part par rapport à t moins θ, de l'autre part par rapport à θ moins s. Alors, arrivé là, et c'est là qu'on a une structure qui ressemble, j'ai envie de dire, aux intégrales elliptiques. Encore une fois, ce n'est pas la peine de rentrer dans la littérature à ce stade de notre étude des intégrales elliptiques, mais il y a une certaine ressemblance. Alors, ça aussi, malheureusement, on ne le trouve pas dans les ouvrages, et je vais insister dans notre séance sur le point suivant. Mon directeur de thèse, le feu professeur André Avez, professeur exceptionnel à l'université Pierre et Marie Curie, professeur en mathématiques, me disait au cours de mon doctorat, il me disait, vous savez, on ne publie jamais les résultats négatifs. C'est-à-dire, on ne publie jamais les résultats qui ne marchent pas. Mais c'est une grosse erreur méthodologique, si vous pensez. Parce que comme la littérature est faite pour permettre l'information, pour permettre d'informer les chercheurs de ce qui existe, il est bon d'éviter les cul-de-sac, les pistes sans succès, en les publiant. C'est une excellente idée de pouvoir procéder à ce genre de choses. Vous remarquerez aussi que dans les ouvrages que vous consultez, on ne vous dit jamais ce qui ne marche pas. Alors là, on va le faire, justement, parce que c'est l'occasion, j'ai presque envie de dire, qui fait le larron. Alors, premier essai. Ce qui est évidemment très perturbant. Alors, si on avait racine de x, 1 sur racine de x, ben, la primitive de 1 sur 2 racines de x, c'est racine de x, donc tout va bien. Et la même chose avec le 1 moins x, grosso merdo, au signe près. Hein, la primitive de 1 sur racine de 1 moins x, bon, ben, vous voyez, hein, ça, on sait faire, hein, c'est grosso modo racine de 1 moins x, hein, au signe près, et à un coefficient près. Donc, le vrai problème, c'est l'interaction entre x et 1 moins x. Alors vous allez me dire, on peut la séparer, c'est une idée possible, mais puisque c'est là, c'est ce qui fait qu'on ne sait pas faire tout de suite.
Encore une fois, racine de x, on sait faire, racine de 1 moins x, 1 sur racine, on sait faire aussi. C'est le couplage, comme on dit en physique d'ailleurs, c'est le couplage de ces deux expressions qui forment, qui façonnent, j'ai presque envie de dire, la difficulté. Alors, une manière, premier essai, une manière de faire abstraction de ce couplage, c'est de dire on va considérer le bloc x1 moins x. C'est-à-dire qu'on va poser tout à fait naturellement, parce que c'est lui qui pose problème. Je viens de vous le motiver, je pense. On va poser y égale x 1 moins x. C'est-à-dire, on peut développer x moins x2, si vous voulez. Pourquoi j'écris ça? Parce que je vais avoir besoin de calculer dy, qui vaut 1 moins 2x dx. Et rappelez-vous ensuite, alors les bornes, elles vont suivre dans le changement de variable, ça, c'est pas un problème, mais il va falloir remplacer le dx qui est ici, en fonction du dy. Et là, vous voyez un petit coup de rouge. Le problème, il est là. C'est-à-dire qu'il faut remplacer le x en fonction de y par rapport au changement de variable. Donc ce x, ben vous voyez, il a exhibé en fonction de cette écriture-là. Alors, on pourrait imaginer, vous voyez ici, hein, vous avez x moins x2 moins y égale 0, donc vous avez une équation du second degré en x, peut-être l'exprimer en fonction de y. Ça n'a pas l'air immédiat, en tout cas, comme avenir extrêmement prometteur. Donc ça, c'est un premier essai. Le deuxième essai, il est encore plus violent, j'ai envie de dire. Il est encore plus violent parce que ce qui gêne, c'est non seulement x à moins x, mais c'est évidemment racine de x à moins x. Donc on a envie de poser y égale racine de x 1 moins x. Alors, il va falloir dériver hein, pour avoir dx en fonction de dy. Alors, vous avez dans ce cas-là y2 qui vaut x1 moins x. C'est-à-dire, vous avez 2y dy en différenciant à gauche et à droite, et bien, égale 1 moins 2x dx. Rebolote. Hein, vous avez 1 moins 2x dx à droite. Et donc, de nouveau, il va falloir, pour exprimer le dx, il va falloir remplacer le x. Alors, vous voyez que là, vous avez de nouveau une équation du second degré en x par rapport à y. Il faudrait peut-être pousser les calculs, mais ça ne paraît pas immédiat dans tous les cas. Donc, vous avez notre équation du second degré qui serait ici moins x2 plus x moins y2 égale à 0, à exprimer quand c'est possible, si le discriminant est négatif, c'est pas possible, x en fonction de y. Donc, l'avenir de ces deux changements de variables pose problème de manière immédiate, j'ai envie de dire. Et en fait, ces deux changements de variables sont quand même les changements de variables les plus naturels. Alors, qu'est-ce qui bloque? Si on comprend la source du blocage, eh bien, peut-être qu'une idée extrêmement simple peut nous permettre de nous en sortir. Finalement, ben, vous voyez, c'est écrit en rouge. Ce qui bloque, c'est que ici, vous avez x qui ne s'exprime pas facilement en fonction de y, en tout cas pas dans tous les cas, puisque le discriminant de l'équation du second degré en x n'est pas obligatoirement toujours positif, a priori. Donc, ici, la production de cette quantité-là, c'est-à-dire 1 moins 2x, est le fruit que le changement de variable, dans le premier cas comme dans le deuxième, je répète encore, les changements de variables immédiats, eh bien, contiennent ce couplage. x 1 moins x. C'est ce qui fait le blocage à l'arrivée, et puis c'est ce qui fait le blocage à l'arrivée parce que d'une part vous avez 1 et puis vous avez moins 2x, fruit de ce couplage, évidemment, par différenciation. Hein. Le couplage produit devient un couplage par différence après différenciation, mais vous avez bien compris que la source, elle est là. Et donc l'idée, finalement, du problème initial, qui est que le calcul n'est pas facile à faire immédiatement parce qu'il y a couplage, se poursuit sur ces deux premières idées. Donc l'idée va être certainement de découpler finalement les quantités x et 1 moins x pour ne plus avoir ces problèmes. J'efface et je vous montre ça tout de suite. Alors troisième essai. Je veux ici découpler x de 1 moins x, parce que c'est lui le problème depuis le départ. À l'arrivée sur ces deux changements de variables, comment découpler? Comment procéder à ce découplage? Alors il y en a qui vont me dire, et je les vois venir et c'est tout à fait normal, il va falloir un miracle pour avoir l'un sans l'autre et l'autre sans l'un.
Rappelez-vous, je l'ai signalé à de nombreuses reprises dans cette chaîne sur les différents cours que je vous propose. En mathématiques, très souvent, une fois qu'on a identifié la cause, eh bien, ce que l'on veut considérer, il suffit de l'écrire. Ce que l'on souhaite faire apparaître, ce que l'on souhaite considérer, il faut l'écrire. Alors, je vais l'exprimer et voilà l'idée qui va aboutir en conséquence. Je répète, je vous le dis avec les mots de votre pensée. Je ne veux pas considérer x à moins x, je veux les dissocier. Eh bien, dissocier. Alors, dissocier ici ou dissocier là. Alors, regardez, je vais le dissocier dans le deuxième exemple, dans le deuxième essai. Je vais le dissocier dans le deuxième essai. Eh bien, dissocier, ça veut dire que je pose y égale racine de x. Si ça ne s'appelle pas dissocier, dites-moi ce que ça veut dire dissocier. On ne peut pas faire de n'importe quoi. Je veux dire, on est en mathématiques. Donc, on veut considérer racine de x, mais on ne veut pas, on ne veut plus considérer racine de 1 moins x simultanément. On veut considérer racine de x sans racine de 1 moins x. Ou l'inverse, vous pourriez poser y égale racine de 1 moins x, ça marcherait tout aussi bien. Donc, je répète l'idée, pour arriver à cette idée-là, le diagnostic est fondamental, et c'est là le point important. Tout le reste, c'est du petit calcul. Vous vous entraînez, vous faites du vélo, vous ferez le Tour de France. Vous voulez vous entraîner, les calculs, il faut les faire, il faut s'entraîner. Mais comment avoir l'idée? Le diagnostic est fondamental. C'est le produit qui me pose problème. Comment dissocier? Qu'est-ce que ça veut dire dissocier? Ça veut dire considérer l'un, mais pas considérer l'autre. Donc, regardez là. Ça veut dire que y2, hein, c'est x. Donc ça veut dire que 2y dy, j'aurais pu le faire directement au demeurant, mais enfin peu importe, c'est dx. D'accord? Donc ça veut dire que le dx qui est ici, je vais le remplacer par 2y dy. Au passage, si x appartient à 0, 1, alors y appartient aussi à 0, 1. Extrêmement simple. Quand x vaut 0, y vaut 0. Quand x vaut 1, y vaut 1. Donc l'intégrale i s'écrit somme de 0 à 1, là je suis en variable y. Le dx, il vaut 2y dy. Et puis au dénominateur, racine de x, c'est-à-dire y. Et puis racine de 1 moins x. Alors écrivons ce que c'est 1 moins x, puisque x c'est y2. Donc 1 moins x, c'est 1 moins y2. 1 moins x, c'est 1 moins y2. Donc ça fait racine de 1 moins y2. Donc cette intégrale vaut exactement 2 fois somme de 0 à 1 de dy sur racine de 1 moins y2. Et là, vous êtes heureux comme un pape, comme on dit. Et là, vous êtes parfaitement heureux, serein. Vous reconnaissez, alors, encore une fois, il y a tout un cours sur l'intégration que je serais censé faire par la suite. Pour l'instant, on n'en est pas là. Là, je considère que vous avez un minimum de connaissances de l'intégration. 1 sur racine de 1 moins y2, c'est la dérivée de la fonction arcsinus. Donc ça, c'est 2 fois arcsinus y, à prendre entre 0 et 1. Quel est l'arc, quel est l'angle dont le sinus vaut 1? Pi sur 2. Donc ça fait 2 fois pi sur 2 moins arc sinus 0, 0. Le résultat que l'on cherche vaut ni plus ni moins pi. Donc l'intégrale i sous cette forme ou sous la forme initiale du début de notre séance vaut très exactement pi. Et vous voyez que le découplage a été d'une fécondité monumentale. Mais c'était bien là le point de blocage. Encore une fois, il faut comprendre et intégrer à votre place, sans faire de jeu de mots, il faut intégrer cette notion de découplage. Parce qu'il n'y a pas de magie. X et 1 moins x sont ensemble. Donc il faut découpler, ici, en termes de changement de variable, ça veut dire considérer un changement de variable vis-à-vis de l'une des deux quantités et pas l'autre. Voilà la clé qui est ici. Évidemment, je répète, vous auriez pu poser y égale racine de 1 moins x et vous aurez obtenu le même résultat. Voilà ce qu'il en est pour ce petit calcul intégral. Je vous dis à la prochaine fois pour des développements qui concernent toujours nos intégrales d'ordre fractionnaire et les dérivées d'ordre fractionnaire qui sont intimement liées. À très bientôt.